Salut! Nous nous retrouvons au terme d'une période assez longue, pour ne pas dire très longue, liée à la fois à mon activité professionnelle, mais aussi à certains travaux que j'ai dû réaliser chez moi et qui m'ont tenu éloigné du laboratoire d'une part et de la réalisation de vidéos d'autre part. Quoi qu'il en soit, nous entamons une nouvelle série concernant l'amplificateur Williamson. A tout de suite! Ce que vous voyez derrière moi est la copie d'un article des années 47-48 et représente ici un amplificateur dit de type Williamson, du nom de son créateur. Alors tel qu'il est représenté ici, tel que vous le voyez là, il est séparé avec d'un côté l'alimentation et de l'autre côté la partie audio, qui était une des stratégies proposées par Williamson pour vaincre les problèmes de ronflement et améliorer le rapport signal-bruit. Il s'agit de ce que les anglo-saxons appellent un masterpiece of engineering, c'est-à-dire, on peut dire, un chef-d'œuvre de l'engineering, au sens où c'est le premier amplificateur qui va véritablement proposer un amplificateur hi-fi, et ce, dès 1947. En mai 1947, la revue technique britannique Wireless World publie un article fondateur dans le domaine de l'amplification audio sous le titre « Design for High Quality Amplifier », textuellement « Conception d'un amplificateur de haute qualité ». Cet article est fondateur dans le domaine de l'amplification audio, attendu qu'il pose les bases de ce que nous pouvons appeler encore aujourd'hui la haute fidélité. Cet article est l'œuvre d'un jeune ingénieur écossais de 24 ans, David Theodore Nelson Williamson. Williamson est l'incarnation même de l'ingénieur, c'est-à-dire l'aptitude d'utiliser des connaissances théoriques pour une réalisation pratique. Tout le travail fait sur le fameux amplificateur dit Williamson démontre l'aptitude de son créateur à mettre en pratique et à améliorer ce qui existait déjà. Il déclara à l'âge adulte avoir tiré son goût pour la fabrication des choses pratiques de son père, bricoleur de génie, bricoleur tout azimut, dirons-nous, qui n'hésita pas à convertir la maison familiale du gaz à l'électricité. Du reste, la maison des Williamson fut la première maison d'Édimbourg à disposer de l'électricité. De nos jours, on peut voir une plaque commémorative sur l'ancienne maison des Williamson, transformée depuis en une guest house de luxe. Williamson va suivre un itinéraire d'ingénieur. Il ne sortira pas pour autant diplômé de son université, ce qui ne l'empêchera pas d'obtenir à la fin de sa vie un doctorat honoris causa pour l'ensemble de son œuvre. Et il finira membre de la Royal Society. Quoi qu'il en soit, cet article est publié en 1947. En 1947, l'électronique à tube n'est pas une pseudo-science. Alors cet article qui est publié est destiné au départ à la communauté des amateurs, désireux de fabriquer par eux-mêmes un amplificateur. Alors il faut savoir que Williamson ne dépose aucun brevet et ne dépose rien concernant sa conception. Ça va devenir une typologie de référence à partir des années 50. Cet ampli va être recopié maintes et maintes fois, sous différentes formes, avec différents types de tubes et avec différents couplages de sortie. À peu près tous les ingénieurs et techniciens de l'époque ont fabriqué un Williamson. Et tant qu'à faire de la publicité familiale, mon propre père, qui est sorti de son école d'ingénieur en 1946, avait créé une société, et où on le voit sur cette photo, lui-même avec un amplificateur destiné au cinéma, basé sur du Williamson. C'est la photo que j'ai sur mon site web. À l'époque de Williamson, la radio est en modulation d'amplitude, c'est-à-dire que l'essentiel de la bande passante s'arrête à 5-6 kg maximum, pour ce qui concerne la M. Le cinéma va utiliser, lui, un dispositif de reproduction optique du son. Pour autant, il sera un peu plus large, mais il ira à 8 kg. Et globalement, l'audio de l'époque devait à peu près ressembler à ce que je suis en train de dire actuellement, c'est-à-dire à quelque chose de très limité. Cette typologie de référence, elle est considérée comme telle parce qu'il va identifier dans cet amplificateur l'essentiel des écueils pour fabriquer un amplificateur de haute fidélité.
Et quand on dit un amplificateur de haute fidélité, il faut imaginer que le Williamson, de 1947, présente une bande passante théorique de 20 Hz à 20 kHz, ce qui est considérable pour son époque, une distorsion harmonique de 0,1% qui en fait un produit hi-fi, y compris à l'aune des critères modernes, des critères d'aujourd'hui. Alors, quel était l'état de l'art à l'époque? Essentiellement des amplificateurs en classe AB, beaucoup d'amplificateurs avec des triodes à chauffage direct. Quand il propose cet article, cet amplificateur est extrêmement difficile à réaliser pour un amateur. Difficile pourquoi? Parce qu'un amateur, il faut imaginer qu'à l'époque, il ne dispose pas d'oscilloscope. Et n'en parlons pas d'oscilloscope avec une bande passante lui permettant de tester le comportement de cet amplificateur. Et la plupart des gens ne disposent exactement que de cet outil. J'en ai un d'ailleurs moi-même pour les amplis. C'est-à-dire un simple multimètre, et généralement avec un truc qui devait faire 20 kΩ par volt. À l'époque, les ingénieurs travaillent à la règle à calcul, avec des ABAC. Ils conçoivent des équipements de haute performance, d'un point de vue théorique, uniquement sur papier. Les équipements de mesure de l'époque sont loin d'atteindre les performances de nos équipements actuels. Ce qui fait que la mise au point du Williamson a été difficile pour les amateurs. Alors qu'est-ce qui caractérise particulièrement un Williamson? La première chose qui caractérise un Williamson, c'est que c'est un amplificateur intégralement réalisé en triode, avec des triodes. Deuxièmement, il dispose d'un déphaseur cathodine. Enfin, c'est un push-pull de triode, malgré les apparences, même si ces circuits que vous voyez là-haut utilisent des KT66 que sont des tétrodes à faisceau dirigé, elles sont pour autant montées en pseudo-triode, mais surtout, on arrivait de fait à faire des triodes à chauffage indirect, des triodes de puissance à chauffage indirect. Et enfin, c'est un ampli classe A. Ça n'est pas parce que c'est un push-pull que ça n'est pas un ampli classe A. En conséquence de quoi, ses performances sont faibles en termes de puissance. Tout ça nous conduit maintenant à comprendre l'origine du Williamson. Alors, la caractéristique d'un Williamson, voilà, si on la prend sous la forme d'un schéma bloc, ici, on constate plusieurs choses. La première chose, elle dispose d'un préampli, qui est constitué d'une triode, suivi d'un inverseur de phase, qui est le déphaseur cathodine, j'y reviendrai, suivi de deux drivers, et ça c'est la caractéristique même du Williamson, c'est-à-dire d'avoir des drivers qui suivent l'inverseur de phase, et enfin un étage de puissance couplé en triode, avec un transformateur de haute qualité. Et un des mérites de l'article de Williamson, c'est d'avoir identifié que le transformateur était central dans la réalisation d'un ampli, parce qu'il va venir appliquer à cet ampli une très forte contre-réaction, comme vous le voyez derrière moi. Alors dans la genèse, il faut savoir que Williamson n'est pas parti de rien. Il est parti d'un amplificateur qui était existant, qui s'appelle le Cocking. Alors cet ampli a un déphaseur cathodine, ici deux drivers, et enfin un étage en triode, et cet ampli fonctionnait avec des triodes à chauffage direct. Alors première innovation de Williamson, ça a été de passer tout ça en chauffage indirect, en proposant une séparation des alimentations pour améliorer le rapport signal sur bruit de l'ensemble de l'ampli. Deuxième sujet qu'il va identifier comme étant un problème sur ce type d'ampli, ce sont ici les découplages que j'ai représentés ici avec des selfs, de découpler les étages de tension, parce qu'on verra, et notamment en simulation, que cet ampli étant de structure dit asymétrique, il est sensible aux variations d'alimentation sur son rail d'alimentation ici, donc finalement à l'ondulation qui est présente ici. Deuxième chose qu'il va identifier, c'est qu'il va polariser cet ampli en classe A, c'est-à-dire que les courants dans cet ampli, tous les courants qui sont dans cet ampli sont des courants constants, ce qui va permettre d'améliorer, on va dire, le filtrage, en particulier avec des selfs. Aujourd'hui, on ne le construirait plus comme ça. Et enfin, il se rend compte que cet ampli n'a pas de contre-réaction, ici, c'est-à-dire que vous voyez que la sortie de cet ampli n'est pas asservie, et qu'en conséquence de quoi, la distorsion dans ces cas-là est importante, et surtout, la distorsion de ce type d'ampli, elle est relativement linéaire, si on peut dire, en fonction de la puissance, mais elle monte quand même assez vite et elle est directement liée à la puissance. Alors ce que va faire Williamson, c'est qu'il va améliorer cet étage sur le schéma qui est le suivant, que je vais vous montrer,
comme ça, et on peut voir que cet ampli, ici, est assez proche du précédent. Alors les différences notables sont les suivantes. La première des choses, c'est qu'il va mettre ici en œuvre un dispositif que nous détaillerons dans les vidéos futures, qui permet d'équilibrer les courants à l'intérieur du push-pull. Alors ça a un avantage, c'est que ça permet de faire travailler comme on l'a vu, et je vous renvoie à la vidéo sur le transformateur de sortie et le push-pull, qui veut que les courants doivent être parfaitement équilibrés dans un push-pull pour éviter de saturer le noyau du transformateur. Première chose, ça c'est une avancée ici. Deuxième chose qu'il va faire, il va pratiquement découpler toutes les résistances de cathode. Si vous regardez bien ici, toutes les résistances de cathode de ces tubes ici sont découplées. Alors ça a un avantage, c'est que ça, évidemment, ça améliore la distorsion, puisque ça engendre une contre-réaction fractionnée sur l'étage d'entrée, sur le driver et sur l'étage de sortie. Mais le revers de la médaille, et c'est toute la beauté de l'engineering audio, et d'une manière générale de l'engineering analogique, c'est-à-dire qu'on doit trancher entre deux solutions, et souvent entre deux solutions où on va choisir au mieux du plus mauvais. Le problème de faire ça, c'est qu'on augmente la résistance, on augmente l'impédance de sortie des étages, ce qui a pour effet de réduire les bandes passantes confèrent les vidéos que nous avons pu faire sur l'effet Miller. Et enfin, il va venir appliquer à l'ensemble une contre-réaction globale. Cette contre-réaction globale, évidemment, il va se rendre compte que le transformateur de sortie va être absolument indispensable. Et vous verrez que sur les photos, par exemple, typiquement, que je vous passe, il fallait y mettre le fameux transformateur Partridge Limited, c'est-à-dire que c'était un transformateur fait en Angleterre et qui était déjà un transformateur de haute qualité, sans quoi l'amplificateur est instable. Et dans la suite des vidéos, on parlera de ce qu'on appelle la marge de phase, c'est-à-dire l'aptitude à conserver la stabilité d'un amplificateur sur lequel on vient appliquer une contre-réaction. Il faut sur les amplis appliquer une contre-réaction. À l'époque, personne d'ailleurs ne serait... il y a des centaines d'articles qui expliquent toutes les vertus de la contre-réaction. La suppression de la contre-réaction, c'est revenir finalement à des conceptions tout à fait antérieures aux années 40, dans lesquelles les amplis effectivement n'étaient pas contre-réactionnés, quoique la contre-réaction est quelque chose de très ancien. Alors ça, c'est le schéma tel qu'il est proposé. On ne va pas s'appesantir pour l'heure sur ce schéma-là. Il va nous servir de base à travailler maintenant en simulation, et je vais vous expliquer quelles sont les méthodes que nous allons utiliser pour simuler cet amplificateur. J'ai simulé cet amplificateur sous LTSpice avec des tubes 6SN7 qui ne sont pas les tubes d'origine d'ailleurs, mais qui sont les tubes que pouvaient préconiser dans les versions Williamson en lieu et place du tube d'origine. Alors, comment va-t-on faire pour qualifier cet amplificateur au moyen d'un simulateur? Alors, quand on qualifie un amplificateur, que ce soit en simulation ou sur table, puisque j'ai également réalisé une maquette qui est derrière moi, enfin vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle est hors champ, à base de 6SN7, on doit tester l'amplificateur en boucle ouverte, c'est-à-dire en supprimant la contre-réaction. La contre-réaction stabilise l'ampli, élargit la bande passante, améliore l'amortissement, mais en aucun cas, elle n'est là pour transformer un mauvais design en un bon design. Alors pour tester ça, on va ouvrir, d'abord virtuellement sur le simulateur, toutes les parties concernant directement la contre-réaction. C'est-à-dire qu'on va supprimer cette cellule ici, je vous expliquerai à quoi elle sert, cette cellule de filtrage qui est ici, et on va supprimer également la résistance de contre-réaction, qui est un asservissement de l'ampli, pour corriger les défauts évidemment de l'amplificateur. Ensuite, ce que l'on va faire, on va faire une mesure de distorsion, on va faire une mesure à l'analyse avec le simulateur de distorsion de l'ensemble. Tout ça pour identifier à quel moment on a des distorsions harmoniques à l'intérieur de l'amplificateur. Et où est-ce qu'elles sont générées? Parce qu'on va se rendre compte que ces distorsions harmoniques sont générées évidemment dans l'étage de sortie, mais tel qu'il est polarisé et avec les points de fonctionnement, on s'arrange pour déjà avoir un étage de sortie qui a un minimum de distorsion, dans la mesure où un étage de sortie peut avoir un minimum de distorsion. Ensuite, on fera une mesure à la sortie du driver. Alors, ce driver-là sont des montages en cathode commune, il ne faut pas s'en affoler plus que ça.
mais ils ont une résistance commune de cathode. Ça n'est pas sans rappeler les notions d'amplificateur différentiel, et on verra les vertus et inconvénients de cette résistance commune de cathode. Et enfin, on fera une mesure à la sortie du déphaseur cathodine, au terme de quoi on va se rendre compte que les principales sources de distorsion qui sont dans un ampli, qui en fait portent la distorsion de cet ampli quand il est en boucle ouverte, c'est l'essentiel en fait du driver. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, on va injecter un signal à 1000 Hz, tout naturellement, comme vous pouvez le voir ici, sur cette résistance qui est là, on va avoir un signal amplifié, avec une amplification assez faible, puisque cette résistance qui est ici va nous engendrer une contre-réaction. À la sortie de ça, on va retrouver deux signaux rigoureusement identiques en opposition de phase, c'est-à-dire déphasés à 0 et à 180 degrés à la sortie du déphaseur. Et enfin, on va venir mesurer ces deux valeurs qui vont circuler le long du driver pour venir en sommation à l'intérieur de l'ampli de sortie. Alors à dessein, j'ai dessiné les deux sorties du déphaseur cathodine comme étant dissymétriques, c'est-à-dire en fait on n'a pas les mêmes valeurs si vous regardez bien ici. Ça c'est pour vous expliquer que si vous voulez que le transformateur fasse son travail, fasse son office de réduction des harmoniques paires, enfin des harmoniques paires, pardon, c'est-à-dire élimine les harmoniques paires, eh bien, il est absolument nécessaire que l'ensemble de la chaîne ici et là soit constitué d'éléments exactement identiques, de façon à avoir ici deux signaux parfaitement identiques pour que le signal de sortie que nous ayons là, qui n'est pas à l'échelle bien sûr, soit sans aucune distorsion d'ordre pair. Il restera bien sûr les harmoniques impaires, et dans ces cas-là, c'est la contre-réaction qui est ici, qui viendra se charger d'abaisser ce niveau de distorsion impair sur l'amplificateur. Je vous propose de nous arrêter là pour cette vidéo. Ce rapide panorama, dirons-nous, du Williamson. Derrière moi, vous voyez la simulation. La prochaine vidéo sera consacrée à la fois à la simulation, à l'étude du déphaseur cathodine, et on commencera à introduire les problèmes de stabilité dans les amplis, puisque toutes les innovations du Williamson concourent à assurer sa stabilité. Salut et à bientôt sur les ondes.